Monsieur Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel du Cameroun, je vous écris cette lettre à une heure où les bruits du monde se sont tus. Une heure où les courtisans sont rentrés chez eux, où les téléphones ont cessé de sonner, où il ne reste plus qu'un homme, seul, dans le silence de son bureau, face à une feuille de papier et un destin. Votre destin, et celui de 27 millions de vos compatriotes. Vous êtes seul ce soir, Monsieur le Président, terriblement seul. Seul avec votre stylo, votre conscience et le poids d'une nation tout entière qui pèse sur la fragilité de vos épaules. Dehors, un pays retient son souffle. Chaque ville, chaque village est suspendu à vos lèvres. C'est le silence lourd qui précède l'orage. Ce moment où l'air est si électrique qu'on peut presque le toucher. Le Cameroun est au bord du précipice et vous êtes l'homme qui peut soit le retenir, soit le pousser dans le vide. Ne voyez dans ma lettre aucune menace, aucune injonction. Je ne suis pas en position de vous en donner et ce n'est pas mon intention. Je vous écris parce que, par-delà nos fonctions, je reconnais en vous un homme pris dans un piège tragique. Un homme d'État, un juriste de haut rang, qui est devenu, par la force des choses, le prisonnier du système qu'il est censé réguler. Je ne m'adresse pas ce soir aux pions du système, comme vos détracteurs aiment à vous appeler. Je m'adresse à l'homme, à l'époux, au père, peut-être au grand-père, à un intellectuel qui, je n'en doute pas, a rêvé un jour de servir la justice avec un grand J. Je m'adresse à la conscience qui, je l'espère, n'est pas encore totalement anesthésiée par les vapeurs du pouvoir. Car je sais ce que c'est que la solitude du chef, ce moment où tous les conseillers se sont tus, où il ne reste que le face-à-face avec soi-même. Ce moment où il faut prendre une décision qui définira non seulement l'avenir de millions de personnes, mais aussi la trace que l'on laissera dans l'éternité. Cette lettre n'est qu'un murmure dans votre solitude, le murmure d'un frère africain qui a vu de près ce que le courage peut accomplir et ce que la lâcheté peut détruire. Recevez-le non pas comme une ingérence, mais comme un miroir dans lequel, je l'espère, vous ne verrez pas seulement le reflet du juge puissant, mais aussi l'ombre de l'homme que l'histoire attend. Monsieur le Président Atangana, permettez-moi pour commencer de vous dire que je comprends votre position. Je la crois plus inconfortable que beaucoup ne l'imaginent. Depuis l'extérieur, vos détracteurs vous voient comme un homme tout-puissant, un rouage essentiel et volontaire de la machine du pouvoir. Ils ont sans doute raison sur un point, votre rôle est essentiel, mais je doute que vous soyez aussi puissant, aussi libre que vous le laissez paraître. Je sais que vous n'êtes pas le roi. Le roi est au palais. C'est lui qui déplace les pièces. Vous, monsieur, vous êtes une pièce sur l'échiquier. Une pièce maîtresse, certes. Le fou, peut-être celui qui se déplace en diagonale et peut frapper loin. Ou la tour, la gardienne de la forteresse. Mais vous restez une pièce. Et le propre d'une pièce, c'est qu'elle ne décide pas de la stratégie. Elle l'exécute. Je vous imagine dans les jours qui ont précédé ce moment fatidique. Les appels téléphoniques ont dû être nombreux, discrets mais insistants. Les visites au crépuscule, feutrées. Les amis du sérail, les barons du régime, tous ceux à qui vous devez votre nomination sont venus vous rappeler vos devoirs. Ils ne vous ont sans doute pas donné d'ordre direct. Ces gens-là sont trop habiles pour cela. Ils ont utilisé un langage codé. Ils ont parlé de la nécessité de préserver la paix, de la menace de chaos que représenterait une victoire de l'opposition, de votre sens de l'État. Ils ont fait appel à votre loyauté, non pas envers la Constitution, mais envers l'homme qui vous a nommé, envers le système qui a fait de vous ce que vous êtes. Ils vous ont mis une pression immense, enrobée dans le coton de l'intérêt national. Ils ont fait de vous le gardien d'un ordre et non le serviteur d'une vérité. Ils vous ont enfermé dans un dilemme, votre conscience contre votre carrière, votre serment de juriste contre votre allégeance politique. C'est un piège terrible, car si vous choisissez la vérité des urnes, vous trahissez ceux à qui vous devez tout, vous devenez un ingrat, un paria. Vous risquez de tout perdre, votre position, votre sécurité, peut-être même votre liberté. Et si vous choisissez de les servir, vous trahissez votre peuple, vous trahissez votre âme, et vous perdez votre nom devant l'histoire. Ils vous ont placé dans une position où tout choix est une forme de suicide.
soit un suicide politique immédiat, soit un suicide moral éternel. Je comprends cela, monsieur Atanganga. Je comprends que vous soyez un homme pris en étau. Un régime qui a besoin de sacrifier l'honneur de ses juges pour survivre est un régime qui est déjà mort. Il ne se maintient en vie que par le chantage et la peur qu'il exerce sur ses propres serviteurs. Vous n'êtes pas leur allié, vous êtes leur otage. Mais, et c'est le cœur de mon message de ce soir, même un pion, au moment décisif, a un choix. Il peut choisir de continuer à avancer dans la direction que le joueur lui a assignée, ou il peut choisir de se renverser, de refuser de jouer. Et parfois, le refus d'une seule pièce à participer à une partie truquée suffit à faire s'effondrer tout l'échiquier. Vous n'êtes pas puissant, monsieur, mais vous avez ce pouvoir ultime, le pouvoir de dire non. Un pouvoir que même le roi ne peut vous enlever. Monsieur le Président Atanganga, la chose la plus humiliante pour un homme de votre intelligence et de votre rang n'est pas d'obéir. C'est d'obéir à un ordre prévisible, de jouer sans talent un rôle écrit d'avance par d'autres. Et le rôle que l'on attend de vous aujourd'hui est d'une simplicité affligeante. Le scénario est déjà écrit. Permettez-moi de vous en lire les grandes lignes telles qu'elles ont dû vous être suggérées. Acte 1. La préparation juridique. En amont, vos services ont sans doute déjà identifié les failles sur lesquelles vous allez vous appuyer. On vous a préparé des argumentaires impeccables sur le plan formel. On vous a montré quels articles de loi invoquer pour annuler massivement les votes dans les bastions de l'opposition. Un défaut de signature par-ci, une erreur matérielle par-là, une contestation non conforme ailleurs. Le droit, entre les mains d'un régime aux abois, devient un arsenal d'excuses pour légitimer le faux. Acte 2. Le décompte sélectif. Vous allez recevoir des milliers de procès-verbaux. Certains, ceux des régions favorables, seront validés, sans même un regard. D'autres, ceux qui viennent des zones hostiles, seront scrutés à la loupe jusqu'à ce que l'on y trouve le prétexte, aussi infime soit-il, pour les écarter. Ce ne sera pas un travail de juge, ce sera un travail de trieur. Vous ne chercherez pas la vérité, vous chercherez l'erreur qui vous permettra de la nier. Acte 3. L'inversion de la charge de la preuve. Lorsque l'opposition viendra, preuves à l'appui, avec les procès-verbaux authentiques montrant leur victoire, vous utiliserez la vieille ruse. Vous leur direz que leurs preuves ne sont pas conformes, que seuls les documents transmis par l'administration, c'est-à-dire ceux qui ont déjà été corrigés en chemin, sont valables. Vous transformerez les victimes du vol en accusés, sommés de prouver l'impossible. Vous ne jugerez pas la fraude, vous jugerez la manière dont elle est dénoncée. Acte 4. Le discours sur la souveraineté du juge. Enfin, viendra le moment de la proclamation. Vous montrez sur votre estrade, le visage fermé, la voix grave. Vous lirez votre verdict. Un verdict basé non pas sur les chiffres du peuple, mais sur vos propres manipulations. Et si des contestations s'élèvent, vous prononcerez la phrase magique. La décision du Conseil constitutionnel est souveraine et sans recours. Vous utiliserez la majesté de votre fonction comme un bouclier pour vous protéger de la vérité. Vous vous cacherez derrière l'institution pour ne pas avoir à affronter votre propre conscience. Ce scénario, monsieur, est grossier. Il a déjà été joué tant de fois en Afrique. Il est indigne de votre intelligence. On ne vous demande pas d'être un grand juriste. On vous demande d'être un simple exécutant. On vous demande de lire une partition qui a été écrite pour vous. Même un pion a le droit de refuser de jouer une partie truquée. En acceptant de suivre ce plan, vous ne sauverez pas le régime. Vous vous couvrirez de ridicule. L'histoire ne retiendra pas la subtilité de vos arguments juridiques.
Elle retiendra la grossièreté du vol que vous aurez cautionné. Vous ne serez pas vu comme un homme d'État qui a sauvé la paix, mais comme un complice qui a tenté, maladroitement, de maquiller un crime. La dignité. Même un pion a le droit de refuser de jouer une partie truquée. En acceptant de suivre ce plan, vous ne sauverez pas le régime, vous vous couvrirez de ridicule. L'histoire ne retiendra pas la subtilité de vos arguments juridiques. Elle retiendra la grossièreté du vol que vous aurez cautionné. Vous ne serez pas vu comme un homme d'État qui a sauvé la paix, mais comme un complice qui a tenté, maladroitement, de maquiller un crime. La dignité, monsieur Atangana, commence par le refus de jouer un rôle qui nous a été assigné par d'autres, surtout quand ce rôle est celui du fossoyeur de la vérité. Monsieur le président Atangana, puisque les arguments juridiques et politiques semblaient impuissants face à la raison d'État, permettez-moi de vous raconter une histoire vraie, tirée de l'époque coloniale, une époque où des hommes, comme vous, se sont retrouvés pris entre le marteau de leur conscience et l'enclume des ordres venus d'en haut. L'histoire se passe dans une ville portuaire d'Afrique de l'Ouest, dans les années 1940. La population, excédée par les impôts injustes et le travail forcé, avait décidé d'organiser une grande marche pacifique vers le bureau du gouverneur. Les leaders du mouvement étaient des syndicalistes, des intellectuels, des femmes des marchés. Ils ne réclamaient pas l'indépendance, pas encore. Ils réclamaient simplement la justice et la dignité. Le gouverneur, paniqué à l'idée de voir son autorité défiée, convoqua le préfet de la ville. C'était un homme du cru, un évolué comme on disait à l'époque, un homme brillant, formé dans les grandes écoles françaises, qui avait gravi tous les échelons de l'administration coloniale. Il s'appelait Ousmane. Le gouverneur lui donna un ordre simple et terrible. « Demain, si la foule marche, tu feras tirer tes gardes. Dans le tas, sans sommation. Il faut faire un exemple. » Le préfet Ousmane retourna dans sa résidence, le cœur en miettes. Il était face à un choix impossible. D'un côté, l'ordre de son supérieur, la discipline, sa carrière, la légalité coloniale. S'il refusait, il serait immédiatement démis de ses fonctions, probablement emprisonné, accusé de trahison. Il perdrait tout ce qu'il avait mis une vie à construire. De l'autre côté, il y avait son peuple, les gens de son quartier, les enfants avec qui il avait grandi, les femmes qui le saluaient chaque matin au marché. Tirer sur eux, tirer sur ses propres frères, sa conscience lui hurlait que c'était un crime. Il passa la nuit à marcher dans son bureau, seul, comme vous l'êtes peut-être ce soir. Il pesa le pour et le contre. Il se dit que s'il obéissait, il sauverait la paix, il éviterait une répression encore plus sanglante menée par l'armée coloniale. Il se dit qu'il agissait par sens de l'État, pour éviter un mal plus grand. Il se trouva 1000 justifications rationnelles pour calmer la petite voix qui, au fond de lui murmurait qu'il était en train de se parjurer. Au petit matin, il fit son choix. Il obéit. Quand la foule pacifique arriva devant la préfecture, il donna l'ordre. Les gardes tirèrent. Il y eut des dizaines de morts, des femmes, des enfants. Le massacre fut terrible. La marche fut grisée. L'ordre colonial fut sauvé. Le préfet Ousmane sauva sa carrière. Il fut même décoré par le gouverneur pour son courage et son sang-froid. Il continua à monter en grade, finit sa vie dans le confort et les honneurs officiels. Mais son nom, monsieur Atangana, son nom est entré dans l'histoire de son pays par la porte de l'infamie. Le massacre d'Ousmane est aujourd'hui une page noire que l'on enseigne aux enfants dans les écoles. Son nom est devenu une insulte, un synonyme de traître, de bourreau de son propre peuple. On dit que ses enfants, incapables de supporter le poids de ce nom, durent s'exiler et en changer. Il a gagné une carrière, mais il a perdu son nom pour l'éternité. Il a cru sauver la paix d'un jour, mais il a allumé un feu de haine qui mit des décennies à s'éteindre et qui nourrit la lutte pour l'indépendance. Vous êtes ce préfet, monsieur Atangana. Vous êtes face au même choix. Le peuple marche vers vous, non pas avec des pancartes, mais avec ses bulletins de vote. Et l'ordre que vous avez reçu n'est pas de faire tirer avec des balles, mais de tirer avec votre signature, de tuer l'espoir, d'assassiner la vérité. Le résultat sera le même, des morts. Non pas des morts physiques peut-être, mais des morts morales. La mort de la confiance, la mort de la démocratie. Et votre nom, comme celui du préfet Ousmane, sera à jamais associé à ce massacre. Alors je vous en supplie,
en cette nuit de solitude. Pensez à l'histoire du préfet hésitant. Et demandez-vous si les honneurs d'un régime valent de porter une telle tâche sur son nom pour le reste de l'éternité. Monsieur le Président Atangana, peut-être qu'en lisant ma parabole, vous vous dites « c'est facile pour lui de parler. Il n'est pas à ma place. Si je fais comme le juge Kofi, si je défie le pouvoir, je serai broyé, je perdrai tout. C'est un suicide. » Je comprends cette peur. Et c'est pourquoi je ne suis pas venu vous demander un acte de martyr. Je ne vous demande pas de monter sur l'estrade et de proclamer la victoire du candidat de l'opposition. Je sais que, dans le système qui est le vôtre, un tel acte serait probablement un suicide politique et peut-être même physique. Le régime ne vous le pardonnerait pas. Mais l'histoire, monsieur, n'exige pas toujours de nous que nous soyons des héros de tragédie. Parfois, elle nous demande simplement d'être des hommes dignes. Et la dignité, aujourd'hui, ne réside pas forcément dans un oui spectaculaire à l'opposition. Elle peut résider dans un non sobre et ferme. À la fraude, il existe une troisième voie. Une voie entre la lâcheté du juge Amadou et le sacrifice total du juge Kofi. Une voie étroite, mais une voie d'honneur. C'est la voie du refus de valider le vol. Vous n'avez pas besoin de dire « le candidat de l'opposition a gagné ». Vous avez le pouvoir et même le devoir, si votre conscience de juriste vous l'ordonne, de dire « les fraudes et les irrégularités constatées durant ce scrutin sont d'une ampleur telle qu'elles entachent la sincérité du vote. En mon âme et conscience de premier gardien de la Constitution, je ne peux valider ces résultats. En conséquence, j'annule l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. » Pensez à la puissance d'une telle déclaration. Pensez à l'onde de choc. Sur le plan juridique, vous seriez inattaquable. Vous n'auriez pas outrepassé vos fonctions. Au contraire, vous les auriez exercées dans leur dimension la plus noble, celle de gardien de la régularité du scrutin. Vous n'auriez pas donné la victoire à un camp. Vous auriez refusé la victoire au vol. Sur le plan politique, les conséquences seraient immenses. Vous ne seriez pas perçu comme un traître au régime, mais comme un grand serviteur de l'État qui a sauvé le pays d'une crise de légitimité majeure. Vous ne seriez pas le rebelle, mais le sage. Vous forceriez immédiatement la tenue d'un nouveau scrutin, mais cette fois sous une pression nationale et internationale telle que sa transparence serait bien mieux garantie. Vous ne donneriez pas le pouvoir à l'opposition, vous lui donneriez une chance juste de le conquérir. Vous deviendriez en un instant un héros national, l'homme qui a osé, le juge qui a restauré l'honneur de la justice camerounaise. Votre nom ne serait plus associé à 2018, mais à ce geste fondateur de 2025. Et pour vous, personnellement, oui, le risque serait grand. Le régime serait furieux. Vous perdriez sans doute votre poste. Mais vous sauveriez l'essentiel, votre nom. Et vous gagneriez quelque chose qu'aucun poste ne peut acheter, la reconnaissance éternelle de votre peuple. Vous ne seriez plus le pion sur l'échiquier, vous seriez le joueur qui a renversé la table pour refuser une partie truquée. Pensez-y, monsieur. Ce nom est une porte de sortie honorable. C'est une voie qui vous permet de rester fidèle à votre conscience de juriste sans vous transformer en martyr politique. C'est un acte de courage immense, mais un acte de courage calculé. Il ne s'agit pas de choisir entre l'opposition et le pouvoir. Il s'agit de choisir entre le droit et le parjure, entre l'histoire et l'oubli. Ce simple non, cette annulation pour fraude massive, serait la plus grande victoire du peuple camerounais depuis l'indépendance. Et c'est vous, le pion du système, qui en seriez l'artisan. Quelle plus belle rédemption pouvez-vous espérer ? Monsieur le Président Atangana, j'ai parlé de l'histoire, de la justice, de la politique. Permettez-moi, pour finir, de vous parler de la chose la plus simple et la plus essentielle qui soit. Un nom. Votre nom.
Clément Atangana. Ce nom, vous ne l'avez pas choisi. Vous l'avez reçu de votre père, qui l'a reçu de son père avant lui. C'est un nom qui porte en lui l'histoire de votre famille, de votre village, de votre lignée. C'est un nom que vous avez porté avec fierté, je n'en doute pas. Vous l'avez honoré par vos études, par votre carrière, en l'associant à la plus haute fonction judiciaire de votre pays. Mais un nom n'est pas seulement un héritage que l'on reçoit, c'est aussi un héritage que l'on transmet. Et aujourd'hui, vous êtes à l'instant précis où la signification de ce nom va être scellée pour des générations. Que dira-t-on de ce nom dans 100 ans? Pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, peut-être même à vos arrière-petits-enfants. Un jour, à l'école, ils ouvriront un livre d'histoire à la page Cameroun, la grande crise de 2025, et ils liront votre nom. Que liront-ils à côté? Liront-ils Clément Atangana, le grand juriste qui, par son courage, a refusé de valider une élection frauduleuse et a ouvert la voie à la première transition démocratique du pays? Imaginez leur fierté. Imaginez-les levant la tête dans la salle de classe en disant « C'était mon grand-père ». Votre nom sera pour eux un passeport pour la dignité, un blason de fierté. Ou bien liront-ils Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel qui, malgré des fraudes massives, a validé la victoire du régime, plongeant le pays dans une longue période de troubles et de déclin. Imaginez leur honte. Imaginez-les baissant les yeux, priant pour que personne ne fasse le lien. Votre nom sera pour eux un fardeau, une tâche, une source de gêne qu'ils devront porter toute leur vie. Leur laisserez-vous un nom qui ouvre les portes ou un nom qui les fait baisser les yeux de honte? C'est de cela qu'il s'agit au fond. Au-delà du destin du Cameroun, il y a le destin de votre propre sang. Les honneurs que le régime vous a donnés, les privilèges dont vous jouissez, tout cela disparaîtra. Votre voiture de fonction, votre résidence, votre titre, tout cela n'est qu'un décor de théâtre. Quand le rideau tombera, il ne restera que l'essentiel, un homme et son nom. Le préfet Ousmane, dans ma parabole, a sauvé sa carrière, mais il a condamné ses descendants à l'exil et à la honte. A-t-il fait le bon calcul? Ne sacrifiez pas le nom de vos enfants sur l'autel de votre loyauté à un régime mortel. Les régimes passent, mais la famille reste. Et la seule chose que vous leur laisserez en héritage, la seule chose qui traversera les âges, ce n'est pas votre fortune, c'est votre nom. Faites en sorte qu'il soit un trésor et non une malédiction. Dans votre solitude ce soir, ne pensez pas seulement au président de la République. Pensez à ce petit garçon ou à cette petite fille qui porte votre sang et qui dans 20 ans vous demandera « Grand-père, qu'as-tu fait ce jour-là » J'espère pour lui, pour elle et pour le Cameroun que vous pourrez lui répondre les yeux dans les yeux « J'ai fait ce qui était juste ». Monsieur le Président Clément Atangana, ma lettre s'achève. Je vous ai parlé comme à un prisonnier de l'échiquier, comme à un acteur d'un scénario déjà écrit, comme au préfet hésitant d'une histoire tragique. Je vous ai montré une porte de sortie honorable et je vous ai confronté à l'héritage que vous laisserez à votre propre sang. Mon rôle de frère africain, de veilleur de conscience, s'arrête ici. Je me retire sur la pointe des pieds et je vous laisse dans le silence de votre bureau, dans le face-à-face final avec vous-même. Tous les arguments ont été dits, toutes les pressions ont été exercées. Il ne reste plus maintenant qu'un homme et un stylo. Ce stylo que vous tiendrez bientôt dans votre main. Regardez-le bien. Il n'est pas rempli d'encre, il est rempli de l'avenir de votre pays. Chaque trait que vous tracerez sera une route ouverte ou une porte fermée pour des millions de jeunes. Chaque boucle de votre signature sera une chaîne brisée ou un barreau ajouté à la prison de votre peuple.
Ce stylo est l'arme la plus puissante du Cameroun aujourd'hui. Il peut être le poignard qui achève une démocratie déjà blessée, ou il peut être le scalpel du chirurgien qui, d'un geste précis et courageux, retire la tumeur pour permettre au corps de guérir. Dans votre vie, vous avez dû apposer des milliers de signatures. Des signatures au bas de diplômes, de décrets, de jugements. La plupart d'entre elles sont déjà oubliées, emportées par le flot du temps. Mais celle que vous vous apprêtez à tracer est différente. C'est la dernière. Non pas la dernière de votre carrière peut-être, mais la dernière qui comptera, la seule que l'histoire retiendra. C'est la signature qui définira toutes les autres. C'est votre signature testamentaire. Alors, au moment de faire ce geste, au moment où la pointe de votre stylo touchera le papier, je vous en conjure, une dernière fois. Oubliez les pressions, oubliez les peurs, oubliez la loyauté à un homme. Et ne vous souvenez que d'une chose, votre nom. Entrez dans l'histoire, Monsieur Atangana. C'est la seule porte de sortie honorable qui vous reste.